Et bonjour et bienvenue dans cette cinquième séance où nous allons voir les analyses quantitatives, la colocalisation et les statistiques. Puis après, dans une deuxième partie de la séance, on va peut-être parler d'éthique, de comment rédiger les matériels et méthodes en lien avec la microscopie et comment faire des figures. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez pratique où on va faire des exemples euh, appliqués, c'est-à-dire vraiment des exemples qui peuvent être vos exemples à vous. Et on va regarder ça en détail aujourd'hui. Atelier toujours offert par le Centre d'innovation biomédicale de la Faculté de médecine, l'équipe Aurélie, Emmanuel, André et moi-même de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Donc les analyses quantitatives, qu'est-ce que c'est? C'est obtenir des chiffres qui reflètent la réalité. Et si on se rappelle l'image que André avait présentée, cette image de cellule, si on zoome sur une petite partie, on voit qu'en fait, l'image est une matrice de pixels et ces pixels ont des valeurs de gris, niveau de gris. Là, en fausse couleur, en pseudo-couleur, donc c'est en couleur verte, mais c'est des niveaux de gris. Et chaque niveau de gris est un nombre entier, donc 19, 21, 24, etc. Et ce que nous, on essaye de faire, c'est d'utiliser ces chiffres pour retourner vers la réalité. Alors, que peut-on quantifier en microscopie? La première chose que je viens de vous montrer, c'est les intensités. On peut calculer les valeurs d'intensité et se rapprocher en fait du nombre de photons qui ont été émis par l'échantillon. On peut aussi utiliser les informations spatiales, comme la distance, la surface ou le volume d'un échantillon. Et ça fonctionne avec de la segmentation. Plus une image possédera de dimensions, plus le nombre de variables quantifiables sera grand. Et si vous vous rappelez ce que André avait présenté dans la séance précédente, une image, c'est une matrice multidimensionnelle qui peut avoir une dimension physique, par exemple un line scan avec une dimension d'intensité, ou deux dimensions physiques comme une image, toujours avec une dimension supplémentaire en intensité, qui peut être trois dimensions avec les dimensions Z, qui peut avoir du temps et des couleurs différentes en fonction des channels qui sont donnés. Donc, on peut aussi étudier les variations au cours du temps, les canaux, les couleurs. Alors, comment quantifier les intensités? C'est surtout ça que la plupart des gens veulent faire lorsqu'ils font des analyses quantitatives et surtout quoi faire pour éviter les erreurs. Si on se rappelle un peu donc, la matrice d'où elle vient, cette matrice de niveau de gris. Elle vient en fait de la caméra qui a transformé les photons en électrons avec un certain degré d'efficacité. Ces photons, d'où viennent-ils? Ils viennent souvent d'un fluorophore qui a été excité et qui a émis de la lumière suite à cette excitation. Et d'où vient cette excitation? Ben, elle vient d'une source lumineuse. Donc les photons qui ont été excités viennent d'une certaine source lumineuse qui peuvent avoir des particularités ou des spécificités. Et à chaque niveau de ce processus, il y a des sources de variabilité. La source lumineuse peut être d'une certaine puissance ou d'une autre puissance, peut être suffisamment stable ou avoir des différences de stabilité. Les fluorophores ont un quantum efficiency, ont une certaine fausse stabilité. Le détecteur aussi a un certain rendement et les paramètres d'exposition ou les paramètres de la caméra vont être source de variabilité. Alors, comment faire quand on a autant de sources de variabilité pour mesurer des choses et représenter la réalité? Euh, en fait, mesurer vraiment des intensités absolues, c'est assez complexe. Et ça nécessite des contrôles. Moi, ce que je suggère la plupart du temps, c'est d'utiliser une solution qui est de mesurer des intensités relatives. Si on regarde sur cette image, on a une image contrôle, une image test. Et on peut quantifier le vert, qui est un fluorophore, et le rouge, qui est un autre fluorophore. Dans ce cas-là, je sais que mon fluorophore vert est constant. Donc, il ne varie pas entre mon contrôle et mon test. Et donc, je vais utiliser cette fluorescence verte pour normaliser l'intensité du rouge. Alors, comment on fait ça? Ben, on prend la valeur moyenne de l'intensité dans le cas contrôle, 783, dans le cas test, 2300, puis on va venir diviser l'intensité moyenne du rouge par l'intensité moyenne du vert. Et ça va nous donner un pourcentage, en fait, d'intensité.
on va dire que le ratio mesuré est de 99% dans le cas contrôle et 68% dans le cas test. Même si l'intensité globale du rouge est plus forte, l'intensité moyenne du rouge est plus forte dans le cas test, il y a beaucoup plus de cellules et donc l'intensité moyenne du vert est aussi plus élevée, ce qui nous donne un ratio plus faible. Et donc dans ce cas-là, on peut conclure qu'il y a moins de rouge. L'intensité du rouge est diminuée en fait dans le cas test par rapport au cas contrôle. Voilà un exemple d'utilisation d'intensité relative à la place d'une intensité absolue. Ça nécessite d'avoir un fluorophore qui ne varie pas, qui reste constant dans les deux cas, dans le cas contrôle et le cas test. Euh, pour mesurer les intensités relatives, en fait, on va s'affranchir de beaucoup de paramètres de variabilité. La plupart du temps, sur un microscope, bah, la source lumineuse est identique, on ne va pas la changer en cours d'image. Le fluorophore qu'on peut utiliser peut être le même ou peut être différent, donc là, il y a une source de variabilité. Mais souvent, le détecteur, les paramètres de la caméra sont les mêmes, et donc on va limiter la variabilité entre nos deux images. Donc, prendre des images avec le minimum de variabilité entre elles. Ici, je voulais montrer un peu un exemple en fait de ce qu'on peut faire pour avoir des données quantitatives et qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous avez vraiment un jeu de données. Donc, je vais partager mon écran, puis je vais ouvrir des données que j'ai appelées original data. On va les manipuler, comme faire un pré-traitement, puis après, on va visualiser la distribution de l'intensité moyenne. Et comme ça, vous allez avoir un vrai exemple en fait de données et comment mesurer ces données. Donc, je vais arrêter le partage d'écran sur ma présentation. Et, euh, et donc, j'ai mis les données dans un dossier qui s'appelle input. Je fais ça la plupart du temps. Je travaille sur un dossier input et un output qui est directement sur mon bureau. Et ça va me permettre de faire des scripts d'analyse. Et donc là, j'ai des images en fichier TIFF qui sont en bright field ou en fluorescence. Ouais, je vais aller chercher les vraies données. Ça, c'est les données. Et donc, j'ai deux canaux par image, des canaux en lumière transmise et des canaux en fluorescence. Et comme cette image est en 16 bits, euh, elle n'affiche rien sur l'écran. Donc, si je l'ouvre avec image G, je vais pouvoir modifier les paramètres d'affichage de l'image pour visualiser l'image. Donc, je peux changer le contraste et la luminosité pour avoir l'image qui s'affiche. Donc, ça, c'est mes images. Et moi, j'aimerais analyser la quantité de lumière moyenne par chaque image. Vous voyez que j'ai 153 images, donc il va falloir les traiter. Et, euh, et donc la première chose que je veux faire, c'est fusionner les deux images. Alors je pourrais les prendre manuellement, les ouvrir, puis après aller dans Edit, Color, Merge Channel, sélectionner chaque image et puis le faire, puis sauvegarder ça. Mais un script va le faire pour nous et va être beaucoup plus simple. Euh, je vous avais parlé du script que j'avais écrit qui s'appelle Spinal Cord Mapper, qui est sur GitHub. GitHub, c'est un endroit où on peut stocker en fait les scripts d'analyse et et moi j'ai stocké tout ce que j'ai un peu fabriqué. Donc Spinal Cord Mapper, c'est un script qui est en fait un fichier .jar qu'on va télécharger et qu'on va installer. Je vais vous montrer comment télécharger un fichier .jar. Donc il suffit juste de faire download. Il va se stocker dans mes documents. Et pour l'installer, vous installez un plugin dans ImageG. C'est pas plus compliqué que de prendre son plugin et de le mettre dans la barre et de cliquer Save. Et donc là, le plugin a été installé. Il va apparaître une fois le redémarrage dans la liste des plugins. Donc le Spinal Cord Mapper va me permettre de fusionner en fait ces deux images. Donc je vais faire Merge Image. Je vais sélectionner mon dossier Input qui est ici.
et je vais cliquer, j'ai deux channels à merger, je vais cliquer OK. Ici, c'est le nom du channel, comment ils sont identifiés. Donc, le channel 1, c'est Brightfield et le channel 2, c'est mClover. Et je vais presser OK. Et puis, il va les fusionner pour moi. Ça, c'est fait. Et donc, au final, j'ai un fichier maintenant avec deux couleurs, une couleur rouge et une couleur verte, que je vais pouvoir changer par la suite, qui sont des fausses couleurs, étant donné que la couleur rouge, en fait, devrait être euh, blanche ou en niveau de gris, puis la couleur verte en niveau de gris. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est mesurer les intensités de, de ce fichier. Pour ça, j'ai écrit un petit script que vous pouvez écrire ou que vous pouvez utiliser ChatGPT qui va vous l'écrire pour vous. Et donc, comment ça fonctionne? Ben, on va aller voir ce script-là. Donc, ce script, il est ici. Ce qu'il va faire, c'est que pour toutes les images ouvertes, il va analyser et mesurer les intensités pour chaque channel. Donc là, par exemple, j'ai une image ouverte. Si je fais Run, il va mesurer tous les paramètres disponibles dans ImageG pour le premier et le deuxième channel, notamment l'intensité moyenne. Vous voyez que l'intensité en lumière transmise est de 37 000 et en fluorescence, elle est beaucoup plus faible, elle est de 399. Le faire sur une image, c'est intéressant, mais de le faire sur beaucoup d'images, c'est plus intéressant parce que ça nous permet d'avoir des statistiques. Donc, si je prends toutes ces photos, que je les ouvre et que je run ce petit script, on va attendre que ça finisse d'ouvrir. Et on va cliquer Run. Puis là, il va prendre chaque image ouverte, il va mesurer tous les paramètres qui sont disponibles pour chaque canal. Mon ordinateur a un peu de difficulté parce qu'il y a beaucoup d'images ouvertes et j'ai plus de mémoire. C'est parce que Zoom utilise une grosse partie de la mémoire. Mais il arrive quand même à faire le travail. Je vais vous montrer un moyen pour pallier à ce problème-là. Donc, donc là, j'ai les résultats qui s'affichent au fur et à mesure. Donc, on va laisser tourner. Puis, il y a des moyens d'accélérer les choses. Ce qui est important, c'est les données qui sont générées, sont automatisées. Et si je répète la même opération avec le même script, j'aurai les mêmes résultats. Donc là, je suis arrivé à la fin. Et, ce fichier-là, qui est un fichier résultat, je peux le sauvegarder comme un fichier CSV ou texte ou ce que vous voulez. Je vais le mettre sur mon bureau et l'ouvrir dans Excel. Mais ImageG inclut en fait des fonctions pour analyser ou visualiser les données, notamment la distribution. Si on regarde la distribution par exemple, de la moyenne, on va pouvoir observer une courbe de distribution qui m'indique que c'est une courbe bimodale. Il y a un premier pic sur la gauche qui correspond en fait à mon pic de fluorescence de faible intensité lumineuse et un pic sur la droite qui correspond en fait à mon channel en lumière transmise. Donc ça, c'est un outil très utile pour regarder la distribution des données. On s'attend toujours à une distribution gaussienne dans tout ce qui est paramétrique. Là, en l'occurrence, on a une description bimodale parce qu'on analyse chaque channel individuellement. Il y a aussi une fonction de graphe où on peut choisir ce qu'on va regarder dans un graphique. Si, par exemple, dans ce graphique, s'il s'affiche,
Il s'affiche un jour. Ah, ça s'en vient. Bon, ça s'en vient pas. Trop de... Je demanderai à avoir un ordinateur plus puissant pour la prochaine fois. On va fermer imager et, et on va le réouvrir et je vais vous montrer comment faire la même chose, mais avec, avec un batch mode allumé. Donc, je recopie mes images ici dans mon input. Je vais réouvrir ici. Et en fait, je vais juste écrire une fonction au début, set batch mode. Je vais d'ailleurs le faire dans Fiji. C'est vrai, oui, vous pouvez répéter la même chose sur différents ordinateurs euh, et le résultat sera toujours le même. Donc, la performance n'affecte pas les résultats. Donc, si on met au début de notre script quelque chose qui s'appelle set batch mode égale true, en fait vrai, à ce moment-là, il va aller dans le dossier, prendre toutes les images, mais il va pas les afficher. Ça va nous faire gagner du temps. Donc, j'ai mis mes images dans le dossier input. Et là, je vais, euh, pas celui-là, c'est celui-là. Et donc là, je vais rouler mon script. Et donc là, il le fait lentement parce que cette batch mode est pas bon. Et je vais vous montrer quand la vitesse. Donc là, il les ouvre une par une, ce qui est plus économique au niveau de la mémoire. Et ce qui permet aussi d'avoir un contrôle sur ce qu'il fait. Donc c'est un peu long, c'est des grosses données, mais ça représente un cas réel. Puis là, je vais mettre set batch mode égale ou ici. Et puis je vais refaire la même chose. Je vais refaire la même analyse. Et vous allez voir la différence de vitesse. Voilà. Là, il affiche plus les images et donc il affiche juste les résultats. Il ouvre les images, mais il les affiche pas. Et ça nous permet de gagner beaucoup de temps au niveau de l'analyse. Voilà. Ensuite, on peut ouvrir les résultats avec Excel, par exemple. Et puis, je vais vous montrer comment utiliser un tableau dynamique croisé. C'est quelque chose qui risque de vous faire gagner du temps. Donc, on va faire un tableau sur ces données-là, qui sont les données originales, et on va faire insérer tableau de dynamique croisée. Et qu'est-ce que c'est un tableau de dynamique croisée? C'est grosso modo un tableau qui va résumer les données que l'on a, mais de façon variable. On va pouvoir choisir les colonnes, les valeurs et les lignes qu'on va afficher. Par exemple, moi, j'aimerais savoir pour chaque ligne, pour chaque image, la moyenne de mesurer et j'aimerais que ce soit fait pour chaque canal, pour chaque channel. Et donc ça me donne les données ici que je peux copier et analyser dans une nouvelle page. Et donc ce qui m'intéresse vraiment dans ce tableau-là, moi, c'est la fluorescence et les données qui sont ici. Donc je vais sélectionner ces données-là. Hop, je vais faire un nouveau tableau. Puis je vais les plotter. Je vais regarder la distribution de ces données-là. On va faire un petit graphique. Hum, Donc le graphique ressemble à ça. On va prendre juste les données. Donc ici, c'est juste les données de fluorescence et vous voyez que j'ai une fluorescence très élevée pour certains des puits parce que c'est une plaque multiplie qu'on a scannée. Puis après, ça redescend dans la moyenne jusqu'à être très faible. Donc il y a une sorte de cassure à cet endroit-là.
Donc les valeurs positives vont être au-dessus de 500. Donc je peux dire que tout ça sont des puits qui sont positifs et que je vais aller regarder plus en détail. Donc le A12, le B5, le A2, le A4. Voilà comment naviguer à travers des données, puis avoir une traçabilité dans les données pour retrouver en fait les cellules ou les images qui sont intéressantes pour moi. Les scripts que j'ai écrits, je pourrais vous les fournir euh, sans aucun problème. Une dernière chose que j'aimerais montrer, c'est que là, on a, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'ensemble de l'image. Et en regardant l'ensemble de l'image, ça nous permet d'avoir une idée globale. Seulement, j'ai pas des cellules partout. Ça serait bien de avoir une sorte de segmentation sur les cellules. C'est ce que j'ai fait ici, où en fait le même script va rouler sur l'ensemble des images, mais il va sélectionner, il va faire une segmentation basée sur l'intensité. Et vous voyez clignoter sur votre écran l'ensemble des images qui deviennent noir et blanc parce qu'un masque va être créé et on va mesurer uniquement les intensités qui sont à l'intérieur de ce volume. Donc, des fois, l'intensité est faible, des fois, l'intensité est forte. Je pourrais aussi définir une intensité de 600 niveaux de gris si c'était pertinent biologiquement. Mais là, en fait, ce que j'aimerais savoir, c'est juste la surface totale mesurée et, euh, et l'intensité de, de mes échantillons. Je pourrais le faire en mode batch, mais comme je voulais vous montrer, en fait, ce qu'il en était, je, j'ai mis batch mode égale false pour que vous voyez en fait que le travail qui est fait de segmentation des images. Voilà pour les exemples concrets de manipulation des données. Euh, une fois que, on va en parler par la suite, mais une fois qu'un script est écrit, il est très facile en fait de le publier directement pour dire voilà les manipulations qui ont été faites, comment la quantification a été faite, de publier directement le script ou la macro que vous avez utilisée. Donc voilà les données de segmentation. Donc maintenant, la surface est un peu différente euh, pour chaque image parce qu'on a segmenté sur une région particulière. Et ça permet d'avoir des valeurs de moyenne qui sont un peu plus euh, pertinentes. On va aller regarder ça dans le réseau. Distribution. Oups, réseau distribution. C'est la mean intensity qui m'intéresse. Donc la majorité sont d'intensité faible et vous voyez que certaines cellules ou certaines images ont des intensités plus fortes, ça va jusqu'à 1300. Euh, donc ça me permet soit de donner un cutoff ici à environ 170, soit ici à supérieur à 500. Donc voilà pour les démonstrations ici. On va revenir à la présentation. Oui. Ça dépend si on veut comparer des intensités absolues. Là, toutes les images ont été prises exactement de la même façon. Donc, on s'attend que le background soit le même dans toutes les cellules. Et donc, les mesures qui sont faites avec le background, ça devrait pas gêner. Soustraire le background, c'est nécessaire quand on veut comparer des intensités sur des images qui auraient peut-être été prises avec différentes intensités. Ça, c'est ma réponse pour le moment. Donc, voilà comment on peut quantifier des données et avoir des résultats numériques des données d'images. La suite, on va parler de colocalisation, qui est un vaste sujet en fait en microscopie, qui est, euh, qui est plus compliqué que ce qu'il n'y paraît. Alors la colocalisation, c'est qu'est-ce que c'est? C'est un argument en faveur d'une interaction, mais ce n'est pas une preuve d'interaction. Il y a plusieurs types de colocalisation et on va le voir aujourd'hui. Si on ouvre l'image dans Image-G qui s'appelle Neurone, on va avoir une image en 5 couleurs et on pourrait se demander qu'est-ce qui colocalise avec quoi. Vous voyez, j'ai ces axones qui sont bleus. Est-ce qu'ils colocalisent? Ça semblerait que non.
j'ai ce vert et ce rouge, est-ce que ça colocalise? Il semblerait qu'au moins dans le noyau, ça colocalise. Puis après, j'ai ce bleu qui, à mon avis, marque les noyaux. Euh, Pareil, la question peut être posée, est-ce que ça colocalise? Mais la colocalisation, euh, elle est où? Si je regarde dans le noyau, par exemple, oui, ça va colocaliser. On voit du blanc s'afficher. Si je regarde dans les axones, ben, j'ai l'impression qu'il y a des sortes de petites vésicules qui, euh, qui sont pas bleues, qui sont pas blanches, pardon. Et donc, on voit pas trop si ça colocalise ou pas. C'est un mot assez général manque de spécificité et donc, faut être assez précis quand on va l'utiliser. L'utilisation du magenta et du cyan, ça aide énormément les gens qui sont daltoniens, à environ 10% de la population. Donc, utiliser du vert et du rouge, c'est une très mauvaise idée, surtout quand on a la disponibilité d'utiliser les couleurs que l'on veut, comme le magenta et le cyan. Euh, donc, la colocalisation, ce n'est pas une preuve d'interaction. Si vous voulez montrer une interaction entre deux protéines, oui, deux protéines, il faut faire du co-IP, de la co-immunoprécipitation, ou alors du FRET, qui montre en fait une proximité très proche entre les molécules. Euh, la colocalisation est limitée par la résolution du microscope et ça indique une proximité ou alors une corrélation entre les intensités de deux fluorophores. Il y a deux types de colocalisation. La co-occurrence, c'est quand on a deux fluorophores qui sont présents dans la même région de l'espace. Et la corrélation, c'est quand il y a un lien entre les intensités de deux fluorophores. Donc, c'est deux concepts un peu différents. La co-occurrence, c'est la plupart du temps, là, quand on parle de colocalisation, c'est ce qu'on veut voir s'il y a une co-occurrence de deux fluorophores dans la même région de l'espace. Ça peut être complémenté par une corrélation de ces deux fluorophores, c'est-à-dire un lien entre les deux intensités des fluorophores. Il y a une très belle review qui a été écrite par Tim Lang, qui est indiquée dans le lien en bas de la page. Quelques conseils pratiques pour la colocalisation, c'est toujours bon à prendre quelques conseils. Donc, utiliser le magenta et le cyan, qui est bien mieux adapté à la visualisation que le vert et le rouge, traditionnellement utilisés, notamment pour les personnes atteintes de daltonisme. Euh, Utiliser des niveaux de gris. Si on ne veut pas avoir de biais au niveau des couleurs, utiliser un niveau de gris pour apprécier les intensités, ça va aider parce que l'œil humain perçoit mieux les niveaux de gris que le vert et le rouge. Par exemple, ici, vous voyez que les paramètres d'affichage sont les mêmes, mais on arrive bien mieux à voir le background parce que notre œil est beaucoup plus sensible aux faibles intensités de gris plutôt qu'aux faibles intensités de rouge ou de vert. Euh, Égaliser les intensités. Alors, c'est les mêmes images en niveau de gris, sauf que les intensités ont été égalisées entre 526 et 6238 ici. Et de la même façon pour cette image-là. On peut apprécier que cette image est bien différente. Ici, j'ai deux ponctats très élevés. Ici, ils sont confondus, on les voit à peine, ils sont dans un soma qui est totalement saturé. Donc, utiliser vraiment des paramètres d'affichage normalisés entre les canaux pour apprécier les différences d'intensité et aussi pour s'adapter aux performances de l'œil humain. Euh, donc, si on regarde les intensités, une façon de comparer, c'est aussi d'utiliser des lookup tables, comme on a vu avec André. Sont des pseudo-couleurs qui vont coder l'intensité lumineuse en différentes couleurs. Donc, si on utilise le lookup table Fire, on va avoir les couleurs sombres, enfin, les intensités faibles qui sont en bleu, violet, et les intensités fortes qui sont en jaune, blanc. Et donc, on va pouvoir s'apercevoir que avec les mêmes paramètres d'affichage sur les deux canaux différents, ici, on a des valeurs beaucoup plus fortes, c'est beaucoup plus intense qu'ici. Donc, utiliser l'outil qui s'appelle Analyze Tools Calibration Bar pour afficher cette valeur sur son image. Pour la colocalisation, il y a deux grandes méthodes. La méthode qui est basée sur les objets, donc c'est la co-occurrence des objets. On va définir des objets, puis on va mesurer la distance entre ces objets. Si la distance est inférieure à la distance de résolution du microscope, on va dire que ces deux objets appartiennent au même endroit de l'espace. Sinon, on va définir une distance sur laquelle ils ont une certaine proximité.
La deuxième colocalisation, c'est les intensités. Et là, on peut utiliser ces intensités pour faire de la co-occurrence, mais aussi de la corrélation. Et donc ça, c'est un lien entre les intensités des deux fluorophores. La co-occurrence basée sur les objets, c'est assez facile à faire et je vais pas montrer le processus parce que c'est assez straightforward, comme on dit en anglais. On prend une image avec plusieurs canaux, on va la segmenter et on va identifier les objets dans chaque canal. Ensuite, on va prendre le centre de chaque objet et on va pondérer par l'intensité, par exemple. Et puis après, on va mesurer soit la surface qui est partagée par ces particules, soit la distance entre ces particules. Si la distance est inférieure à la résolution, alors les deux points sont colocalisés. Et après, on peut faire des statistiques en calculant le nombre de points colocalisés et divisé par le nombre de points total, le nombre de pixels total. Et ça va nous permettre de normaliser, en fait, et de savoir si on a plus de points colocalisés euh, que s'ils étaient assignés de façon aléatoire. Ça fonctionne très très bien pour si on a des petits vésicules et si en fait on a des objets de taille similaire dans les deux canaux. Si on veut regarder si des premières vésicules marquées en vert sont colocalisées avec des vésicules qui sont marquées en rouge. Donc ça fonctionne très bien. On peut associer ça avec la randomisation, comme je l'ai dit, pour avoir une approche statistique. Maintenant, la co-occurrence, mais basée sur l'intensité. Qu'est-ce qu'on va faire? On prend cette image qui est dans les exemples d'image G, qui s'appelle Confocal Series. C'est une image, c'est un Z-stack. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va aplatir le Z-stack. Et ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire vraiment attention quand on fait ce genre de méthode parce qu'on va compresser une image qui est tridimensionnelle en une image qui est en deux dimensions. Donc, il est possible qu'il y a des choses qui soient au-dessus et en dessous, qui soient maintenant dans le même plan de l'image. Et c'est un peu ce qui se passe sur cette image. Donc, j'ai pris ça comme exemple parce que c'est un exemple obvious et qui permet de décrire que ce qu'on voit ici, le magenta qu'on voit, il est en fait en dessous, physiquement en dessous ou au-dessus du bleu, du cyan. Donc, quand on fait un aplatissement, ben, on perd cette information-là. Donc, il faut faire attention quand on fait des pré-traitements d'images. On va définir un seuil d'intensité, ce qu'on appelle le threshold, pour séparer ce qui est du staining, ce qui est du marquage et ce qui est le fond. Et on va mesurer la fraction de la surface qui est partagée, la fraction magenta, la fraction euh, cyan, puis la fraction qui est magenta et cyan. Et donc, si on fait ça, ben, on obtient ce genre de résultat où j'ai fait des thresholds qui me semblaient le plus appropriés. Et vous voyez que la majeure partie du magenta n'est pas colocalisée dans le cyan. Pareil pour le cyan, la majorité du cyan n'est pas colocalisée, mais une fraction semble l'être. Donc, l'air magenta est de 84 micromètres carrés, l'air cyan est de 86 micromètres carrés, et l'air magenta et cyan est d'environ 3,63 micromètres carrés. Et là, on a Eric Menders qui a il y a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années défini des coefficients qui s'appellent le coefficient de Menders, Menders Overlapping Coefficient ou MOC, qui est un coefficient qui varie entre 0 et 1 et qui va nous donner la quantité de fluorophores qui sont colocalisés. Et donc, ça nous donne un ratio. En 0, ils sont pas du tout colocalisés et 1, ils sont entièrement colocalisés. En plus de ce coefficient MOC, il y a aussi des coefficients spécifiques de chevauchement. Quel est le pourcentage en fait de magenta qui est colocalisé avec du cyan par rapport à la quantité totale de magenta. Et inversement, quelle est la quantité de cyan qui est overlap par rapport à la quantité de cyan totale. Ils indiquent donc la proportion de chevauchement pondéré par l'intensité. Donc c'est le coefficient de Menders, c'est quand même un outil très facile à utiliser, mais par contre qui est très sensible au bruit de fond. C'est pour ça qu'il est très important de définir des régions d'intérêt pour ce coefficient-là. Maintenant, je vais faire une petite démonstration pour faire de la colocalisation avec un plugin qui s'appelle Colocalization Finder. Il faut savoir que Imager possède de nombreux plugins. Certains sont inclus dans Fiji, la version édulcorée la version avancée par exemple d'Imager, mais la majorité des plugins pour la colocalisation ne sont pas dans Fiji. Donc il faut aller les chercher et je vais vous montrer comment le faire. Donc on va aller chercher ce plugin.
Je pourrais aussi taper dans Google plugin imagé. Donc ici, on a toute la page sur la colocalisation. Et puis tout en bas de la page, on devrait avoir quelque chose qui s'appelle Colocalization Finder. Et quand on clique dessus, on peut le télécharger, donc le fichier .jar, et il va le mettre dans nos documents. Et puis, comme tout à l'heure, pour l'installer, je vais ouvrir Imager. Je vais prendre mon plugin Colocalization Finder et je vais le mettre dans Imager. Je vais cliquer Save. Et puis là, je vais rafraîchir les menus. Où il suffit de redémarrer en fait Imager pour actualiser le plugin. Ce que je vais faire maintenant, c'est je vais ouvrir mon image confocale et on va faire l'analyse là-dessus. Je ferme un peu. Hop. Open Samples, Confocal Series. Donc j'ai mon image en vert et rouge, deux canaux, puis aussi un Z-stack. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que le rouge était quand même un peu au-dessus du vert. C'est comme s'il entourait le vert. Donc on n'est pas tout à fait au même plan, le rouge et le vert. Mais on va quand même utiliser cette image. On va faire un stack Z Project Max Intensity. Puis là, maintenant, je vais diviser mes couleurs en deux images. Color, Split Channel. Donc, j'ai mes deux images ici. Puis maintenant, je vais lancer mon Colocalization Finder. Il me demande quelles sont les images. Ben là, c'est mes deux images C1 et C2, mes deux channels. Puis quand je fais ça, il va me générer ce qu'on appelle un scatter plot, où je vais avoir les intensités de 0 à 250 pour mon channel 1, 0 à 250 pour mon channel 2. Puis ici, il y a une sorte de fenêtre qui est ajustable. Et quand en fait on ajuste cette fenêtre, il va nous montrer sur l'image composite la quantité de fluorophores qui colocalisent, qui sont sélectionnés. Donc c'est assez pratique. Donc on peut dire j'ai une threshold de à ce niveau-là au niveau de C1, puis j'ai une threshold à ce niveau-là au niveau de C2 de mes deux channels. Puis là, il va nous donner le coefficient de Pearson, qui est un coefficient de corrélation. Et si je vais dans 7, je peux lui demander, on va juste les coefficients de Manders. Donc ici, une fois que c'est sélectionné, ces pixels-là ont 82% d'overlap euh, ensemble. Donc par rapport aux pixels qui ne sont pas sélectionnés. Si je sélectionne tout, on va avoir un overlap de 17%. La majorité des pixels ne sont pas sélectionnés. Donc ici, on va pouvoir jouer avec la sélection pour calculer les différents coefficients de Manders, coefficients spécifiques et l'overlap. Euh, tout en ajustant les thresholds. C'est un outil que je trouve très simple à utiliser, qui peut me permettre de calculer les, les informations de colocalisation. Il faut savoir que je suis pas un expert en colocalisation. C'est pas quelque chose que je pratique au quotidien, mais quand le besoin s'en fait sentir, c'est facile de, de le faire. Le coefficient de personne, on va en parler tout à l'heure, c'est un lien entre les intensités et en fait une corrélation linéaire entre les intensités. Ici, on voit qu'on a une corrélation négative. Ça veut dire que la majorité des pixels s'évitent les uns les autres. Voilà pour Colocalization Finder. On va reprendre la présentation. Ça, c'est un peu la description des résultats, ce que je viens de faire. Un deuxième plugin qui est très, très pratique, qui s'appelle Jacob, euh, pour juste Another Colocalization Plugin. Et grosso modo, ce plugin fait tout ce que vous voulez faire en colocalisation. Donc, je vais montrer un peu comment ça fonctionne. Je vais fermer ces deux images. Puis, j'ai téléchargé mon plugin Jacob et je vais l'installer juste en le prenant et en le mettant ici. Donc, on a toujours nos deux images et puis on va pouvoir lancer Jacob qui va nous sélectionner en fait nos deux images. Puis là, on peut sélectionner ce qu'on veut.
J'aimerais le coefficient Pearson, j'aimerais le coefficient Menders. J'aimerais pas faire de la colocalisation, de la randomisation. Je peux sélectionner mon threshold pour peut-être être à ce niveau-là et à ce niveau-là. Et puis je peux cliquer sur Analyze. Et puis lui, il va me sortir le coefficient Pearson qui est proche de zéro, l'overlap qui est de 17% entre les deux channels, le coefficient d'overlap K1 et K2, donc il y a 16% qui est environ de 16% de l'un qui overlap avec l'autre, et le coefficient d'overlap qui est de 84. Donc avec ces données-là, on a vraiment tout ce qu'il faut pour analyser les données. C'est vraiment un outil très pratique. Voilà pour Jacob. Une chose importante à savoir pour la colocalisation, c'est qu'on veut souvent faire des statistiques sur la colocalisation. Et ça, c'est possible en faisant de la randomisation. Donc, je vais aller ici. Donc, si on a deux points qui colocalisent comme ici, on voit qu'il y a un peu de jaune à l'intérieur du vert et du rouge. Et donc, on a un coefficient de mock overlapping coefficient de 0,9. La majorité des pixels se colocalisent. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon image verte, je vais reprendre les mêmes pixels, mais je vais les mettre de façon aléatoire sur, euh, sur mon image. Je vais garder le rouge à la bonne position, puis je vais calculer mon mock. Et là, j'ai un mock de 0,1. Et si je répète ça de nombreuses fois, je vais avoir une distribution du mock de façon euh, arbitraire, qui va nous dire, si on était dans un cas aléatoire, j'aurais un mock de environ 0,1, 0,2. Dans mon cas, si j'ai un mock de 0,9, je vois que je suis en dehors de la courbe de randomisation. Ça veut dire que c'est très significatif. Un autre exemple, ici, j'ai aussi une très forte colocalisation du vert et du rouge ensemble, avec un mock de 0,9. Je vais randomiser le vert, mais je vais garder toujours le rouge à la même place. Et donc, je vais faire ça de multiple places. Et on voit qu'en fait, en randomisation, avoir un mock de 0,4, de 0,9 ici, parce que tous les pixels sont verts et rouges. Et même si on fait de façon aléatoire, on aura toujours un mock de 0,9 parce que l'image est saturée en pixels. Donc, il faut savoir que ce test de randomisation est assez facile à faire et je vais vous le montrer. Si je retourne dans mon image G, dans mon plugin Just Another Colocalization plugin, je vais cliquer Cost Randomisation. Puis là, il va me dire quelle est la taille des pixels. Je vais dire peut-être prendre des pixels d'un bloc de 10. Et quel est le nombre de randomisations que vous voulez faire. Euh, je vais mettre 1000 randomisations. Et je vais cliquer Analyze. Et donc là, il va garder C1 constant. Et il va me montrer l'image de C2 randomisée. Puis il va me montrer le coefficient du mock que j'ai. Donc moi, j'ai un mock de 0,10 ou R. Et si dans le cas normal, j'aurais un R de 0. Donc là, on est en dessous de la valeur normale. Ça veut dire que les pixels s'évitent. Donc on a l'inverse d'une colocalisation. Donc on a vraiment un évitement spécifique. Donc ça, c'est assez pratique de randomiser ça parce qu'on peut avoir des tests statistiques et on peut comprendre en fait si la valeur qu'on a obtenue au niveau du chevauchement est significative ou pas. Si vous faites ça, vous pouvez convaincre votre superviseur rapidement qu'il n'y a pas de colocalisation ou qu'il y a une colocalisation. Tester la co-occurrence, ça c'est l'exemple que j'ai pris. Si vous augmentez le nombre de, de randomisation, la courbe va être beaucoup mieux définie. Si vous mettez 10 000 par exemple, ça va être beaucoup plus lisse. Donc la colocalisation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est soit la co-occurrence de deux fluorophores dans la même région de l'espace, soit la corrélation d'intensité entre deux fluorophores. On a vu la co-occurrence qui peut être basée sur les objets ou sur les intensités. Puis maintenant, on va aller voir la corrélation. La corrélation, c'est une relation positive ou négative entre les intensités des deux canaux qu'on observe. Si A augmente, alors B augmente ou alors diminue si c'est une corrélation inverse d'une proportion donnée. Ça se visualise très bien avec un scatter plot ou un histogramme 2D, comme je vous l'ai montré avec le plugin Colocalization Finder.
Ensuite, il y a des coefficients de corrélation. Le premier, c'est le coefficient de Pearson, Correlation Coefficient, qui regarde pour chaque pixel la valeur d'intensité par rapport à la moyenne des intensités totales de l'image. Plus le pixel aura une valeur éloignée de la moyenne, plus il aura de poids. Et ça nous donne des corrélations qui peuvent être positives de 1, donc une corrélation parfaite dans les intensités, ou négative de -1 quand il y a une corrélation inverse. Donc quand l'un augmente, l'autre diminue. Ou alors une corrélation de 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de corrélation du tout, c'est un nuage de points. Cette corrélation de ce coefficient de Pearson recherche un lien linéaire entre les intensités. Il y a un autre coefficient qui s'appelle le coefficient de Spearman, qui lui range les pixels par intensité. Donc le plus lumineux, ça va être le numéro 1. Le second lumineux, ça va être le numéro 2, et ainsi de suite. Et en fait, il fait ça dans les deux couleurs. Puis après, il va faire le lien. Est-ce que le premier du premier channel était aussi le premier du deuxième channel? Il va faire des liens entre le ranking, de, entre le classement de ces pixels. Et donc, ce coefficient permet d'analyser des corrélations qui sont non linéaires. Et ça, c'est assez pratique parce que en biologie, c'est rare qu'il y ait des corrélations qui soient linéaires. La plupart du temps, c'est des corrélations qui sont non linéaires, comme des effets allostériques ou des choses comme ça. Alors, un petit guide pratique pour faire de la colocalisation, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est qu'on va utiliser le plugin Colocalization Finder, puis on va regarder le coefficient de Pearson. S'il y a un lien entre les intensités qui est supérieur à 0,5 ou inférieur à -0,5, alors il semble qu'il y ait une colocalisation et ça vaut le coup d'aller regarder un peu plus en détail. Toujours faire de la randomisation pour obtenir une valeur P statistiquement significative ou pas. Si les marqueurs représentent une structure, c'est mieux d'utiliser la colocalisation basée sur des objets. Si c'est une structure qui est bien définie, par exemple, comme des vésicules. Ici, j'ai trouvé ce petit diagramme très intéressant qui montre en fait quoi faire. C'est un algorithme pour quoi faire pour quantifier la colocalisation. Commencer par le coefficient de Pearson, parce que c'est rapide et c'est assez robuste. Mais ça fonctionne pas pour les cas très compliqués. Ça fonctionne mal pour les cas très compliqués. Si on voit qu'il y a une relation linéaire dans les pixels dans l'histogramme 2D, on peut continuer et quantifier avec le PCC. Si on voit que la relation est non linéaire, alors le coefficient de Spearman sera plus adapté. S'il n'y a pas si on voit pas dans le scatter plot une corrélation, alors on va aller sur la corrélation de Menders, qui fonctionne très bien, mais qui nécessite d'appliquer une threshold. Et on va avoir les deux coefficients spécifiques de Menders et le coefficient général. Donc ça, c'est un peu la, la trame à suivre quand on fait de la colocalisation. Il y a plusieurs règles à respecter quand on fait de la colocalisation parce que c'est très facile d'avoir des faux résultats. Donc ça, je, j'ai mis sur la présentation la liste en fait des choses que je considère comme importantes à vérifier. Euh, Éviter le crosstalk ou le bleed-through quand on a des filtres ou des fluorophores qui sont très intenses et c'est possible en fait de pouvoir l'observer dans de différents canaux et dans ce cas-là, on aura une corrélation parfaite. Corriger tout ce qui est chromatic shift en utilisant des billes de couleurs euh, qui sont qui ont plusieurs couleurs et qui nous permettent d'apprécier si la caméra ou l'ensemble du chemin lumineux va engendrer des shifts chromatiques. J'ai du mal avec mon français quand c'est écrit en anglais. Et un ensemble d'autres points que j'ai détaillés ici pour vous, pour référence si vous voulez faire de la colocalisation. Donc aujourd'hui, on a vu les mesures quantitatives, que les mesures absolues étaient assez difficiles à obtenir, qu'il était beaucoup plus simple d'avoir des mesures relatives. Euh, on a parlé de la colocalisation, soit la co-occurrence basée sur les objets ou basée sur les intensités, ou la corrélation avec les coefficients de Pearson et Spearman. Puis j'ai donné quelques conseils pratiques euh, avant d'aller dans la suite. Si vous avez des questions, je vais les prendre. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram ou nous contacter à microscopie@commercial.cib.umontréal.ca.